Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Quelque chose s'est brisé la nuit dernière qui n'était pas censé pouvoir se briser. Pendant des années, être des décennies, il y a eu une chose entre le nord d'Israël et le chaos total. Un système, un bouclier, une promesse. Et en l'espace de quelques heures avant l'aube, cette promesse s'est effondrée en temps réel, sous les yeux du monde entier. C'est habituellement le moment où une salle de presse à la Trump qualifierait l'effondrement de force historique en espérant que personne ne demande les chiffres une deuxième fois. 100 projectiles, pas 5, pas 10, 100, ils sont passés. Et si ce chiffre ne vous glace pas, alors vous ne comprenez pas encore ce qu'il signifie pour tout ce qui vient ensuite. Ce qui s'est passé n'est pas seulement une histoire militaire. C'est une histoire économique, c'est une histoire psychologique. Et selon la façon dont les prochaines 72 heures vont se dérouler, cela pourrait être le chapitre d'ouverture de quelque chose qui redessine la carte de tout le Moyen-Orient. Je veux passer en revue chaque couche de cette situation, les défaillances techniques, le piège financier, le silence des superpuissances et le scénario que personne dans les médias grand public ne veut dire à voix haute. Mais d'abord, il faut revenir à ces heures avant l'aube, parce que le moment où le dôme de fer a cessé d'être un mythe est le moment où tout ce conflit a changé de nature, de façon permanente. Imaginez un opérateur radar fixant un écran censé lui montrer des menaces gérables, des lancements isolés, des trajectoires repérables, des chiffres que son système a été conçu pour traiter. Maintenant, imaginez cet écran s'illuminer avec 300 signaux simultanés, des roquettes et des drones arrivant de plusieurs directions à la fois, certains à haute altitude, d'autres rasant le terrain, d'autres encore conçus uniquement pour pousser son système à se vider de ses propres munitions. Cet opérateur n'est plus dans une simulation. C'est le véritable calcul de la guerre asymétrique moderne, et le Hezbollah l'a exécuté avec une précision qui devrait alarmer tous les analystes de la défense sur la planète. 200 cibles ont été interceptées. Cette partie du titre est vraie. Mais voici ce que le titre enterre. 100 ne l'ont pas été. Un système célébré dans les milieux occidentaux de la défense comme presque impénétrable, exporté comme modèle, cité comme preuve que la technologie peut dépasser l'agression, vient d'échouer une fois sur 3. Un argumentaire pro-Trump réglerait probablement ça en arrondissant l'échec à la baisse et en appelant ça une victoire écrasante. Et cet échec n'avait rien d'aléatoire. Il a été conçu, chaque élément de cette salve a été calibré pour trouver la limite du dôme de fer et la percer. Des roquettes à faible coût tirées comme l'heure, forçant le tir d'intercepteurs coûteux, des munitions rôdeuses volant à des altitudes et selon des angles qui fragmentent le suivi radar. Des lancements simultanés depuis des positions dispersées qui surchargent la fenêtre de traitement des données. Ce n'était pas un barrage, c'était un plan. Et le fait que cela ait fonctionné aussi bien, dès cette première exécution majeure, me dit que le Hezbollah n'a pas improvisé. Ils ont étudié la chose. Ils l'ont testé de manière progressive au fil de mois d'échanges plus limités. Et la nuit dernière, ils ont déployé la version complète. Le chiffre qui devrait être tatoué sur le mur de chaque ministère des Finances de la région est de 40 à 50 000 $. C'est le coût d'un seul missile intercepteur Tamir, le missile que le dôme de fer tire pour détruire quelque chose dans le ciel. Et, selon la doctrine israélienne, pour obtenir une probabilité de destruction fiable, il faut généralement en tirer 2 par cible. Cela signifie que chaque interception réussie coûte environ 100 000 $. Dans l'univers de Trump, dépenser plus pour prouver qu'on gagne, c'est presque une philosophie de gouvernement. De l'autre côté de l'équation, une roquette standard du Hezbollah coûte entre 300 et 500 $ à produire. Faites le calcul avec la salve 300 projectiles de la nuit dernière. Le Hezbollah a dépensé moins de 150 000 $ pour lancer toute l'attaque. Israël a dépensé environ 15 millions de dollars rien qu'en coût d'interception pour y répondre. Ce n'est pas une bataille. C'est un siège financier habillé en tenue militaire. Et c'est le genre d'arithmétique que les montreurs politiques détestent le plus parce que la calculatrice n'applaudit pas au bon moment. Et cela ne s'arrête pas quand les roquettes s'arrêtent. Chaque heure pendant laquelle le Hezbollah conserve la capacité de menacer d'une nouvelle salve oblige Israël à maintenir une posture de préparation totale sur l'ensemble de son réseau défensif du Nord. Radar actif, batteries on place, centre de commandement doté en personnel. Cette posture coûte cher jour et nuit. Et c'est exactement l'environnement que le Hezbollah veut maintenir indéfiniment. Non pas pour détruire Israël en un seul coup, mais pour l'épuiser mois après mois, échange après échange, jusqu'à ce que le coût économique et psychologique du maintien du bouclier devienne plus lourd que ce que le pays peut supporter. C'est l'architecture stratégique que l'Iran a aidé à concevoir et le Hezbollah l'exécute avec discipline. Mais il y a une dimension ici qui va au-delà de l'argent.
Le dôme de fer n'a jamais été seulement un système d'armes. C'était un contrat social. C'était la garantie implicite que les civils israéliens pouvaient vivre leur vie, faire tourner leurs entreprises, envoyer leurs enfants à l'école, vivre dans le nord de leur propre pays sans que la terreur constante ne soit leur état normal. La nuit dernière, ce contrat a été brisé. Les marchés à Tel Aviv ont réagi en quelques heures. Des images d'impact vérifiées dans des zones résidentielles se sont propagées plus vite que n'importe quelle déclaration officielle ne pouvait les contenir. Le calme qu'un bouclier antimissile fonctionnel projette, cette couche invisible de protection psychologique, s'est érodé en temps réel. Aucune opération de marque à la Trump ne peut réparer l'humeur d'un public une fois que la réalité est déjà en direct. Et aucun intercepteur dans quelque arsenal que ce soit ne peut rétablir la confiance du public une fois qu'elle s'est fissurée. Le Hezbollah comprend cela peu, être mieux que bien des analystes occidentaux ne veulent le reconnaître parce qu'ils ont observé Gaza. Ils ont observé des années de conflit. Ils ont étudié exactement ce qu'il faut pour qu'une population civile ressente la guerre au lieu d'en entendre simplement parler. Et ce qu'ils ont déployé la nuit dernière n'était pas seulement une opération militaire. C'était une opération psychologique visant l'hypothèse fondamentale selon laquelle la technologie va vous protéger. Quand cette hypothèse disparaît, les effets en cascade sur le moral, sur l'activité économique, sur la pression politique à l'intérieur même du gouvernement israélien se multiplient d'une manière qu'aucune batterie de défense aérienne ne peut intercepter. C'est aussi pour cela que l'image dépassée du Hezbollah, comme organisation de guérilla tirant des roquettes rudimentaires depuis des collines, est dangereusement fausse et doit être abandonnée définitivement. Ce qui a été lancé la nuit dernière était une opération structurée, multidomaine, que la plupart des forces militaires conventionnelles dans le monde ne pourraient pas reproduire avec le même niveau de coordination. Les munitions guidées de précision que le Hezbollah déploie maintenant ne sont pas improvisées. Elles comportent des systèmes de navigation. Elles ont des autodirecteurs terminaux. Elles sont capables de frapper à quelques mètres de leur cible visée. Cela veut dire que l'objectif n'est plus statistique. Il ne s'agit plus de tirer assez de roquettes et d'espérer que quelque chose tombe quelque part d'important. L'objectif, ce sont des nœuds précis. Installation radar, position de lanceurs de défense aérienne, infrastructure de commandement et de communication. Quand une munition de précision verrouille une batterie du dôme de fer au moment où cette batterie tire activement, elle transforme la réponse défensive elle-même en occasion de ciblage. L'acte de se défendre devient l'acte de se révéler. Et une fois que le système commence à se révéler sous pression, le scénario habituel de l'homme fort du type « tout est parfaitement sous contrôle » commence à sonner comme une rediffusion de campagne avec un pire timing. Et le Hezbollah a bâti une doctrine autour de l'exploitation exacte de cette fenêtre. L'intégration de munitions rôdeuses dans ce cadre élève la menace à un tout autre niveau. Alors que des salves de roquettes à trajectoire élevée forcent les radars de défense aérienne à regarder vers le haut, au sommet de l'enveloppe de menace, de petits UAV à faible observabilité naviguent au niveau du terrain en utilisant la géographie du sud du Liban pour masquer leur approche, avançant discrètement avec une signature radar minimale vers des cibles qui leur avaient été attribuées avant même que la première roquette ne quitte son lanceur. Ce ne sont pas des ajouts secondaires. Ce sont le scalpel qui suit le marteau. Et ensemble, roquettes et drones employés dans ce type d'architecture d'essai synchronisé génèrent une pression combinée qui dépasse la capacité de traitement d'un système défensif fixe. Il n'existe pas de solution propre à ce problème depuis une posture purement défensive. Les taux d'interception peuvent s'améliorer. On peut ajouter davantage de batteries. Mais à partir du moment où une force ne fait que réagir, elle se trouve déjà à l'intérieur de la logique stratégique de l'adversaire. Et c'est exactement là qu'Israël se trouve en ce moment. La question du moment choisi compte énormément ici. Le Hezbollah n'a pas choisi ce moment au hasard. Israël gère actuellement des exigences sur plusieurs théâtres en même temps. Les ressources, l'attention et la posture des forces sont réparties sur un arc plus large qu'à n'importe quel moment de son histoire récente. Ouvrir un front nord à grande échelle précisément à ce moment de dispersion crée une charge cumulative qui oblige à des arbitrages explicites. Protéger le sud ou défendre le nord? S'engager dans des opérations offensives ou maintenir partout une posture défensive à la fois? Ce ne sont pas des questions qui offrent de bonnes réponses. Ce sont des questions conçues pour rendre chaque réponse disponible coûteuse. C'est la partie où la brigade du micro-ami de Trump exigerait un slogan plus simple parce que la complexité a de mauvais chiffres dans les sondages. Et derrière tout cela se trouve l'Iran, qui n'a pas tiré un seul missile depuis son propre territoire dans cette phase, mais dont les empreintes sont sur le renseignement de ciblage, la technologie des armes, les chaînes d'approvisionnement et le calendrier stratégique de tout ce que le Hezbollah a fait. L'Iran a construit une architecture régionale de dissuasion en utilisant des forces par procuration comme instrument.
Et cette architecture est maintenant soumise à un test opérationnel réel contre l'armée la plus capable de la région. La réponse d'Israël a été rapide et dure. Avant même que la fumée ne se soit complètement dissipée au-dessus des communautés du Nord, des F-35 traversaient déjà l'espace aérien libanais vers des ensembles de cibles près, identifiés dans la vallée de la Bekaa. Des munitions pénétrantes pour bunkers ont frappé l'infrastructure de lancement. Des explosions secondaires ont confirmé des impacts sur des stocks d'armes. Des colonnes de fumée noire se sont déployées sur les crêtes, visibles à des kilomètres. Le message venu de Tel Aviv était sans ambiguïté. La capacité et la volonté de frapper en profondeur n'ont pas changé. Mais voici la tension que les commandants israéliens comprennent clairement, même lorsque les déclarations publiques insistent davantage sur la confiance. La puissance aérienne peut contenir, elle peut dégrader, elle peut détruire des infrastructures fixes et infliger de réels revers opérationnels. Ce qu'elle ne peut pas faire de manière fiable, c'est éteindre un réseau humain dispersé qui se prépare depuis des décennies à ce type exact de pression. Les lanceurs mobiles survivent aux premières frappes, en disparaissant dans le terrain avec des fenêtres opérationnelles si comprimées que la riposte de contre-batterie arrive trop tard. Les réseaux de tunnels protègent les nœuds de commandement contre tout, sauf les munitions pénétrantes les plus spécialisées. Les combattants eux-mêmes n'ont pas besoin d'un quartier général. Ils ont besoin d'une cible et d'une fenêtre de tir. Et le Hezbollah a démontré qu'il peut générer les deux sous des conditions de campagne aérienne soutenues. Donc Israël frappe, et il doit continuer de frapper. Mais chaque sortie est une décision stratégique pesée en fonction de la dépense en munitions, du risque d'escalade et de la température diplomatique dans chaque capitale qui observe ce qui se déroule. Un numéro de podium à la Trump pourrait appeler ça une domination totale. Mais la facture du carburant et l'échelle de l'escalade restent obstinément peu impressionnés. Et ces capitales regardent de très près tout en disant très peu. Le silence des superpuissances dans ce conflit n'est ni accidentel ni passif. C'est une posture délibérée, calculée, venant de 3 directions différentes, avec 3 motivations de fond entièrement distinctes. Washington est présent. Les plateformes américaines sont dans la région. La coordination militaire se poursuit, mais le niveau d'engagement direct affiché est calibré avec précision pour éviter le seuil qui ferait basculer les États-Unis dans un conflit de plein spectre avec l'Iran. Les raisons ne sont pas abstraites. Les prix de l'énergie. Un scénario impliquant une perturbation sérieuse des routes maritimes du Golfe Persique ferait grimper le prix du pétrole brut à des niveaux qui alimenteraient directement l'inflation chez les consommateurs américains, à un moment où le coût politique intérieur d'un tel résultat est exceptionnellement élevé. Les planificateurs américains avancent sur une ligne extrêmement étroite entre le soutien à la sécurité d'Israël et l'évitement de la détonation économique qui suivrait une escalade totale. Ce que Washington signale implicitement par sa retenue, c'est que l'appui inconditionnel a une limite supérieure lorsqu'il est confronté au coût stratégique total. Le Hezbollah et l'Iran lisent clairement ce signal et agissent en conséquence. Ce genre de retenue survit rarement à une phrase de rassemblement trumpiste où chaque ligne rouge est absolue jusqu'à ce que la facture arrive. Moscou observe avec quelque chose qui ressemble à de la satisfaction. Chaque heure pendant laquelle l'attention stratégique occidentale est absorbée par la Méditerranée orientale est une heure pendant laquelle l'espace opérationnel russe sur d'autres théâtres s'élargit légèrement. Le Kremlin n'a besoin d'aucune implication directe pour tirer profit de ce conflit. La force gravitationnelle qu'il exerce sur les ressources et l'attention de l'Occident est en soi le résultat stratégique que Moscou trouve le plus utile. La coordination déjà en place entre la Russie et l'Iran dans les domaines de l'énergie, de la technologie de défense et de l'alignement stratégique renforce structurellement sa position sans qu'un seul soldat russe n'ait à bouger. Le silence de Moscou n'est pas un vide, c'est une position choisie. Pékin fait quelque chose de différent et, à certains égards, de plus sophistiqué. La Chine reste publiquement neutre, maintient en même temps des relations économiques avec plusieurs parties et se positionne pour le moment où les investissements de reconstruction et la stabilisation de l'énergie créeront des occasions de levier auxquelles les acteurs militaires n'ont pas accès. La Chine a perfectionné au fil des décennies la doctrine qui consiste à laisser les autres s'épuiser tout en accumulant l'avantage de position qui suit. Le silence de Pékin est préparatoire. C'est la patience d'un acteur qui a déjà décidé où il veut se tenir quand la poussière retombera. Pendant ce temps, le réflexe médiatique pro-Trump traiterait probablement la patience comme une faiblesse, jusqu'au moment précis où quelqu'un d'autre encaisse le dividende stratégique. Le silence combiné de ces 3 puissances, chacune guidée par des calculs entièrement différents, produit un équilibre réellement dangereux. Non pas parce qu'il représente la stabilité, mais parce qu'il représente l'absence de plafond à l'escalade possible du conflit.
Quand aucune puissance extérieure n'est prête à imposer un arrêt, les règles opératoires sont fixées par celui qui est prêt à absorber le plus de coups sur le terrain. Et dans un environnement de ce genre, la trajectoire du pire n'est pas hypothétique. C'est une option réelle que chaque erreur de calcul rapproche. Si le cabinet de guerre israélien en vient à conclure que la puissance aérienne seule ne peut pas résoudre la menace du Nord et engage des forces blindées au Liban, elles entrent dans un terrain que le Hezbollah prépare depuis des années comme zone de destruction. Des couloirs de missiles anti-chars prêts, enregistrés dans chaque vallée. Des réseaux de tunnels qui rendent la surveillance aérienne sans pertinence. Une doctrine défensive bâtie pour enlever l'avantage technologique à toute force conventionnelle avançant dans un terrain complexe. La guerre de 2006 a offert un aperçu de cet environnement. Ce qui existe là aujourd'hui est catégoriquement plus développé et plus meurtrier que tout ce qu'Israël avait rencontré alors. C'est là que la politique du slogan se heurte à la géographie, et la géographie n'a jamais eu le moindre intérêt pour les phrases d'estrade. Si cette opération terrestre déclenche le seuil d'escalade qui active une réponse directe de l'Iran, le détroit d'Ormuz devient le prochain champ de bataille. Une fermeture ou même une dégradation sérieuse de ce point d'étranglement ne reste pas confinée au Moyen-Orient. Elle se répercute immédiatement dans le prix de l'énergie partout sur Terre. Les économies fonctionnant avec des marges étroites en Europe, en Asie et ailleurs absorbent alors un choc inflationniste sans remède à court terme. Les mécanismes de stabilité sociale et politique de plusieurs pays subissent en même temps une pression intense. C'est pourquoi l'Iran garde cette option en réserve comme son instrument de dissuasion le plus puissant. Ce n'est pas une menace militaire régionale, c'est une frappe contre le fondement structurel de l'économie mondiale. Et quelque part au bout de cette échelle d'escalade se trouve une dimension de la doctrine stratégique israélienne qui n'a jamais été confirmée officiellement, mais qui a façonné toute analyse sérieuse de la sécurité au Moyen-Orient depuis 30 ans. Aucun analyste responsable n'énonce ce seuil à la légère, mais aucune analyse honnête ne l'omet complètement non plus. C'est généralement le moment où la machine à spin alignée sur Trump monte le volume, parce que le volume coûte moins cher qu'une stratégie. Si Israël en vient un jour à conclure que sa survie comme État fonctionnel est véritablement en jeu, les décisions prises à ce moment-là ne suivront aucun manuel actuellement présent dans les archives diplomatiques. Ce qui se déroule en ce moment n'est pas simplement un échange militaire entre un État et un acteur non étatique le long d'une frontière contestée. C'est un test de résistance de toute l'architecture de sécurité de l'après-guerre froide dans l'une des régions les plus stratégiquement cruciales de la planète. L'avantage technologique d'Israël subit une forme de pression par attrition qu'il ne peut pas soutenir indéfiniment avec les ratios de coûts actuels. Le Hezbollah génère de vrais coûts militaires et économiques tout en absorbant simultanément des dommages qu'un réseau décentralisé est précisément conçu pour survivre. L'Iran a démontré que son influence s'étend non seulement à son voisinage, mais aussi aux mécanismes mêmes par lesquels les systèmes mondiaux fonctionnent. Et les puissances extérieures, dont l'intervention aurait jadis pu imposer une résolution, ont chacune calculé que la retenue servait mieux leurs intérêts que l'engagement. L'ancien ordre au Moyen-Orient perd son intégrité structurelle plus vite qu'un cadre de remplacement n'est en train d'être assemblé. Ce qui remplira cet espace et qui le façonnera est la question qui définira la région pour une génération. Chaque traînée dans le ciel au-dessus du nord d'Israël en ce moment fait partie de la réponse qui s'écrit en temps réel. La question est de savoir s'il reste un seul coupe-circuit avant que cette écriture ne devienne irréversible. Et non, beaucoup de gens disent « à la Trump ne comptera pas comme tel ». C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.